Amis téléspectateurs de Mousso TV, bonsoir. Votre émission édition spéciale reprend des couleurs avec une thématique autour du Covid-19. Pour cette nouvelle émission, nous avons invité M. Amadou Samaké. M. Samaké, bonjour. Bonjour, M. Idrissa. M. Samaké est en charge des questions de l'éducation au niveau de l'UNICEF, entité mondiale des Nations Unies dédiée aux questions de l'enfance. Et avec lui, nous allons voir comment intervient sa structure par rapport à l'école malienne, notamment dans les zones du centre et du nord, ainsi que les autres régions du Mali. Mais aussi, M. Samaké va nous orienter sur le plan mis en place par rapport au Covid, ainsi que le CDP, qui est ce qui a été signé entre les Nations Unies et l'État entre l'UNICEF et l'État du Mali. Donc, M. Samaké, bonjour encore. Bonjour. Avant que nous commencions, parlez-nous de votre carrière. Ok. Qui est Amadou? Comment est-ce que sa carrière a commencé jusqu'à cet instant où nous sommes ensemble à Mousso TV? Ok. Merci M. Idrissa, merci à Mousso TV pour avoir invité mon organisation à participer à cette émission. Je suis Amadou Samaké, comme vous l'avez si bien dit, je suis Education Officer à UNICEF Mali, basé à Bamako. Et je suis membre de la section éducation. Alors, Amadou Samaké est un spécialiste éducation qui a commencé sa carrière bien longtemps, mais sa carrière à l'UNICEF a commencé en 2016. Et j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'éducation jusqu'à ces jours-ci. Oui, mais pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, on aimerait quand même avoir un peu le parcours, c'est-à-dire comment M. Amadou a gravi les échelons avant même l'aventure UNICEF pour que nous puissions attendre même la thématique du jour. Ok. En fait, je veux dire que Amadou Samaké est un pur produit de l'école malienne et j'ai fait mon préscolaire, l'école fondamentale, le lycée, l'ENSUP, lycée Badla et ENSUP au Mali ici. Et avant d'être intégré à la fonction publique malienne en 2000, dans les années 2000. Le bac, c'était en quelle branche? Le bac, c'est en 1996 dans la série sciences humaines. Et au niveau du lycée Badla. C'était la dernière promotion avant, je vais dire, avant l'avènement même de l'université au Mali. C'était du temps des grandes écoles. Alors donc, j'ai été orienté à l'ENSUP et j'ai fait Histoire et Géo à l'ENSUP. Après 4 ans, je suis sorti comme professeur d'enseignement secondaire général et j'ai commencé à enseigner, à former dans les instituts de formation, d'abord à Nyono, puis à l'Institut de formation de Sévaré, avant d'être appelé pour d'autres fonctions de l'administration scolaire à Bamako, précisément à la Direction nationale de l'éducation de base. Là, j'ai beaucoup travaillé dans beaucoup de domaines de l'éducation de base. Et parmi ces domaines, j'ai beaucoup travaillé sur les écoles communautaires, les écoles nomades, les écoles publiques. J'ai travaillé pour la relecture de beaucoup de textes de création, des textes de politique nationale. Enfin bref, j'ai beaucoup fait pour l'éducation quand j'étais avec l'État. Et en 2010, 2011, en 2012, j'ai été faire un master dans un institut international pour la planification et la gestion des systèmes éducatifs. L'institut, il est un institut de l'UNESCO, mais qui est basé à Paris. J'ai été faire un master financé par l'État malien. Et après, je suis revenu une année après. J'ai été promu au poste de directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. Mon directeur était encore, s'appelait, en fait, je fus agent de 3 directeurs, je vais dire. Okay. Il y a Suleiman Kone, quand j'étais agent. Il y a Mamadou Diabaté. J'ai travaillé avec Mamadou Diabaté. Adama Moussa Traoré, feu Adama Moussa Traoré, paix à son âme.
Et enfin, j'ai été adjoint de M. Morifine Sissé. Donc, de là-bas, j'ai tenté notre aventure avec les Nations Unies. Donc, 15 ans après avoir servi mon État, j'ai voulu m'orienter dans une autre position pour voir comment appuyer mon pays dans le domaine de l'éducation. Et voilà un peu le parcours de Amadou Samake. Voilà. Une histoire très transversale à différents niveaux, à la base dans le privé, dans le public et maintenant aujourd'hui dans le système des Nations Unies. Ouais. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Monsieur Amadou Samake, vous êtes sur Mosso TV à l'émission Édition spéciale. Nous allons parler de la rentrée scolaire. Okay. Une rentrée scolaire qui a commencé lundi 25 janvier, après autant de reports. D'abord, comment appréciez-vous, sans critiquer l'État, comment appréciez-vous ces reports et de la reprise à maintenant, quelle lecture faites-vous? Okay. Par rapport à la rentrée scolaire, vous savez que le Mali et presque tous les pays du monde sont en train de gérer les conséquences de la pandémie du Covid. Donc, le Mali a été touché au même titre que tous les pays. Et donc, pour adresser la réponse, l'État malien a procédé à une première fermeture des écoles. C'était dans le but de protéger les enfants et de freiner l'expansion de la pandémie. Donc, les enfants ont perdu plusieurs mois de formation. Donc, la rentrée, en fait, ce n'était pas une rentrée, la reprise de l'école, je vais dire, qui était prévue pour le mois d'octobre, a été, bon, je vais dire, en partie chamboulée, malgré qu'on a pu vraiment, en fait, l'État malien a pu, avec l'appui des bailleurs de fonds, je vais dire, a pu achever l'autre année. Donc, la reprise a été un peu chamboulée par beaucoup de paramètres qui étaient difficiles à maîtriser. Ce n'est pas le Mali seulement, c'est presque tous les pays de la sous-région qui ont été confrontés à ce même problème. Donc, les autorités ont, de commun accord, ont décidé vraiment de prendre toutes les dispositions pour préparer la rentrée de façon à ce que les enfants puissent reprendre l'école dans un environnement protecteur, sain, et qui ne soit pas favorable à l'expansion de la pandémie. Voilà un peu. Maintenant, parlant de la rentrée, aujourd'hui, on peut dire que la rentrée a été possible partout, a été faite, je vais dire, partout où elle est possible, je vais dire. Sans oublier qu'avant cette rentrée, le Mali était confronté à d'autres problèmes et nous allons y arriver. La situation des écoles fermées à cause d'autres facteurs qui ne sont pas la pandémie, par exemple. Donc, voilà un peu ce qui est appréciable dans cette situation, c'est que malgré le retard, l'école a pu reprendre partout où cela est possible. Et les dispositions prises ne sont pas, je vais dire, n'ont pas une couverture totale, mais l'école a pu reprendre. Mon appréciation, c'est que vaut mieux reprendre avec le maximum de conditions de protection des enfants et le reste, pour moi, en fait, les compléments vont venir par la suite. Les compléments, c'est-à-dire, c'est que pour reprendre, il faut que les dispositions soient prises pour le respect des mesures barrières. Donc le protocole sanitaire. Le protocole sanitaire. Donc nous avons constaté qu'avant la rentrée, que les autorités maliennes accompagnées des bailleurs de fonds et des ONG qui appuient l'éducation ont tenu des rencontres. Ils ont tenu des rencontres, ils ont exprimé les besoins, le nécessaire pour la rentrée. Et ce nécessaire a été mis à disposition et par l'État et par les bailleurs de fonds, précisément l'UNICEF par exemple. L'UNICEF a pris des dispositions pour beaucoup
de localités pour doter les enfants en masques, pour doter les écoles et les CDPE en dispositifs wash, lavage de mains, savon, protocole sanitaire, en kit scolaire et en formation des enseignants. Justement, vous avez entamé la deuxième question. Okay. L'appréciation, c'était l'école. Okay. Maintenant, la question suivante, c'est on sort de l'année 2020. Ouais. Malheureusement, ça n'a pas été du 20 sur 20, comme on le dit à l'école. Ouais. Ça a été une année très délicate. Ouais. Vous avez déjà commencé. Ouais. En 2020, ce chamboulement inattendu, comment est-ce qu'il a impacté sur la façon de faire de l'UNICEF par rapport à l'école? Ok. La question prise sous l'angle de l'UNICEF, c'était un peu délicate à répondre. En ce sens que l'UNICEF est une organisation des Nations Unies qui intervient en appui à la politique nationale du pays dans des domaines spécifiques comme l'éducation, la santé, la nutrition, entre parenthèses. En fait, quand on prend l'UNICEF, l'UNICEF devant ces genres de situations, je veux dire d'urgence, l'UNICEF aide l'État à préparer et à donner la réponse à l'urgence. Sans oublier deux passages que le rôle de l'UNICEF est de faire respecter, de veiller au bon respect des droits des enfants et des femmes partout sur les territoires où l'UNICEF se trouve. Donc, si les écoles sont fermées, c'est que les enfants sont privés d'un de leurs droits, le droit d'aller à l'école. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider l'État à faire de sorte à ce que les enfants puissent bénéficier de leur droit d'aller à l'école. Donc, nos interventions ont consisté à appuyer l'école, à faire de sorte à ce que les enfants puissent bénéficier de l'éducation même en dehors des quatre murs de l'école. Cela me fait parler de la préparation du programme d'enseignement à distance, par exemple, l'appui de l'UNICEF à l'État pour préparer son programme d'enseignement à distance. Dans les zones d'insécurité, par exemple, l'enseignement à la radio, par exemple, et tout ce qui est distribution des supports audio et vidéo aux communautés pour permettre aux enfants de bénéficier le minimum d'éducation, même en période de fermeture de l'école. Est-ce que l'UNICEF, je veux dire l'éducation à distance, est-ce que réellement ça a eu ses impacts? Dans la mesure où parfois il y avait des soucis de délestage. Vous vous souvenez, la pandémie est arrivée au mois de mars-avril, c'est une période de chaleur, il y a le délestage qui ne finit pas, il y a même des soucis de réseau, de connectivité. Donc est-ce que ces deux facteurs principaux ont été de sérieux obstacles ou quand même, au sortir de l'année 2020, l'UNICEF, en tout cas au niveau de sa contribution, a pu tenir bon? Alors, l'UNICEF, son rôle est d'appuyer l'État à mettre en place les programmes pour atteindre les enfants. D'accord. Mais les paramètres de l'État ne sont pas sous maîtrise. En fait, ça, c'est le rôle de l'État. Donc, pour dire que pour savoir si tous les enfants ont réellement bénéficié de l'éducation à distance, c'est non. La réponse, elle est non. En ce sens que, connaissant les conditions dans ce pays, on peut revenir rapidement à la conclusion que les enfants qui sont dans les zones urbaines sont beaucoup plus favorisés que ceux qui se trouvent dans les zones rurales. Et l'UNICEF, dans son souci d'atteindre tous les enfants, a aussi pensé à des solutions alternatives, par exemple, les radios solaires, des chaînes qui diffusent des leçons et qui atteignent les enfants sur les chaînes de radio au niveau local, les radios de proximité. L'UNICEF a enregistré des supports pédagogiques sur des clés USB distribuées aux communautés avec des radios qui puissent fonctionner sans réseau. Donc, où
doter les communautés et les enfants, par exemple, de tablettes fonctionnant à base de rayons solaires, des tablettes solaires, par exemple. Ça, c'est le travail de l'UNICEF. Et ce travail, l'UNICEF l'a fait, l'UNICEF a adressé sa solution. Mais il faut reconnaître, d'autre part, que cette intervention n'a pas une couverture nationale. Mais nous essayons de faire le maximum pour atteindre les plus vulnérables, pour être conformes aux normes et aux objectifs de l'UNICEF. Atteindre tous les enfants en y priorisant les plus vulnérables, les plus difficiles à atteindre. Monsieur Samake, et après avoir contacté les acteurs de l'école, beaucoup estiment que les masques sont là, les kits sont là pour les lavages, mais la distanciation est très compliquée à faire respecter. Peut-être que là, je parle à l'enseignant, même s'il faut faire parfois la nuance entre l'enseignant qu'il fut et le monsieur qui est l'administrateur scolaire à l'UNICEF. Mais cette question de distanciation que les écoles ont du mal à gérer, comment l'UNICEF, ou comment voyez-vous, ou bien qu'est-ce qui pourrait être l'alternative? Certains quand même pensent déjà ou ont instauré un système de rotation, mais par rapport au respect du protocole face à la distanciation, quel regard portez-vous? Alors, pour protéger tous les enfants et créer un environnement sain et stopper l'expansion de la pandémie, il faut obligatoirement respecter les mesures barrières. Et parmi ces mesures barrières, nous avons la distanciation sociale. Alors, comme vous l'avez si bien dit, vous avez posé la question, je pense que vous avez donné la réponse en partie à la question. Le fait, par exemple, de réfléchir à des mesures alternatives, par exemple, en fait, de mettre les enfants sur rotation. Diviser une classe en deux, par exemple. Réviser, par exemple, le calendrier scolaire pour éviter l'attroupement dans des classes. Mais tout ça dépend des conditions et du contexte. Les conditions, c'est déjà, la question se pose à savoir, on a combien de salles de classe? On a combien de tables-bancs disponibles? Est-ce que les salles de classe qui sont inscrites dans les normes à Bamako se présentent sous la même forme et sous la même dimension dans les zones rurales? La classe bien aérée que nous rencontrons dans les écoles de Bamako n'est pas égale aux salles de classe que nous rencontrons dans les zones rurales. Donc pas les mêmes commodités. Bon, il y a une certaine différence selon les localités. Sinon, nous avons les mêmes salles de classe à Bamako comme dans le village le plus reculé. L'État, avec l'appui des bailleurs de fonds et sur fonds propres, a essayé de mettre des salles de classe dans les normes sur l'étendue du territoire. Les besoins font que toutes les localités n'ont pas pu bénéficier de cette commodité à présent, et c'est un travail de longue haleine. Ce qui fait qu'à présent, nous avons des foyers, je veux dire des zones où les classes sont encore à l'état d'abri provisoire, surtout les anciennes écoles communautaires, qui sont encore des abris provisoires et qui ne respectent pas trop les normes d'une salle de classe, et dans lesquelles salles il est très difficile de respecter ces mesures barrières. Mais la réponse à votre question, c'est qu'il faut que les administrateurs scolaires au niveau local aident les enseignants à réfléchir et à trouver les solutions alternatives, mais adaptables à leur contexte, à leur milieu. C'est surtout ça. Il n'y a pas une seule mesure ou une seule stratégie qu'on peut appliquer partout sur toute l'étendue du territoire. Si ce n'est pas possible, chaque localité doit réfléchir, mettre tous les acteurs de l'éducation, à savoir les collectivités, les CGS, les comités de gestion scolaire, les AME, associations de mères d'enfants, les enseignants eux-mêmes, et même les élèves. L'Association nationale aussi des parents. Oui, l'association des parents. Et tout le monde ensemble, au niveau local, réfléchissent, ils adressent la solution. Et c'est comme ça que ça se passe. Et le rôle de l'UNICEF dans cette synergie, c'est de créer les moyens, d'appuyer souvent financièrement et techniquement les écoles au niveau local
à créer ce cadre de concertation pour réfléchir et adresser la solution. Téléspectateurs de Mousso TV, nous revenons tout de suite après la pause. Mousso TV à vos côtés depuis plus d'une année, la première chaîne 100% dédiée à la femme. Pour vos spots publicitaires, vos clips vidéo, la couverture médiatique de vos événements et vos diffusions, Mousso TV reste à votre service. De plus, nous vous proposons des émissions de divertissement, de santé, de VBG, violences basées sur le genre, de cuisine, de mode et de culture. Mais avant tout, Mousso TV, c'est le média qui vous donne la parole. Pour toute autre information, contactez-nous au 66 71 50 06 ou au 69 88 51 30. Mousso TV, le monde à travers un regard de femme. Téléspectateurs de Mousso TV, bonsoir. Vous êtes à votre édition spéciale où nous parlons du Covid-19 au niveau de l'école malienne. Pour cela, nous sommes avec M. Amadou Samake afin d'évoquer les dispositions prises par son entité, sa lecture de l'école malienne ainsi que du respect du protocole sanitaire et enfin le plan d'action de l'UNICEF pour l'année 2021, après une année 2020 où nul dans le monde aura atteint 20 sur 20. Monsieur Samake, vous aviez dit que l'année écoulée, vous avez apporté des soutiens, vous avez fait des formations, des formateurs, il y a même eu des plans WASH, savoir des kits. Parlez-nous un peu de ça. Par rapport à l'appui de l'UNICEF pour adresser la réponse à la pandémie du Covid, l'UNICEF a pris des dispositions qui ont été prises en commun accord, sinon en appui technique et financier au service de l'État. Et l'UNICEF a procédé à une évaluation de la situation, une analyse rapide de la situation. Et après une analyse rapide de la situation qui a coïncidé avec la fermeture des écoles, la toute première solution était d'appuyer l'État à préparer son programme d'enseignement à distance. Donc l'UNICEF a appuyé les techniciens du ministère de l'Éducation à préparer le contenu du programme d'enseignement à distance. Et là, après avoir appuyé le programme d'enseignement à distance, elle a encore appuyé la mobilisation des chaînes de radio et de TV autour de la diffusion de ces contenus. J'espère que vous n'avez pas oublié Mousso TV. Bon. Donc c'était avec l'URTEL qui est, je crois, oui. Une organisation qui coordonne un peu toutes les chaînes de radio et TV. Donc le président vient d'être nommé à la maison de la presse. Exactement. Donc c'est à travers une coordination, l'URTEL. Donc comme on peut pas, l'UNICEF ne peut pas aller vers toutes les radios ou les chaînes de TV. J'espère que vous n'allez pas oublier Mousso TV. Non, Mousso TV ne sera pas oublié, rassurez-vous. Alors, ok, donc c'est que des négociations ont été menées entre l'UNICEF et ces chaînes de TV et radio à travers l'URTEL et la diffusion du programme a commencé. Et sur les chaînes de TV, mais aussi sur les chaînes de radio de proximité. Les constats aussi, comme je l'avais si bien dit, ont prouvé que il y a des localités qui sont difficiles d'accès en termes de communication, même en termes d'écoute de radio et de disponibilité de radio, le récepteur. Alors, dans ces localités qui sont des zones d'intervention de l'UNICEF, tout le territoire malien fait partie des zones d'intervention de l'UNICEF, mais souvent pour des zones spécifiques, nous avons des programmes spécifiques, je vais dire comme ça. Et dans ces zones d'intervention, avec des programmes spécifiques adressés aux problèmes de la localité, nous avons aussi mis à la disposition des outils permettant aux enfants aussi d'accéder au contenu de l'éducation pour être équitable avec tous les enfants du territoire malien.
Donc, avec l'ouverture, l'annonce de l'ouverture, UNICEF a appuyé l'État malien à doter les zones d'intervention, pas sur tout le territoire malien, je le redis, pas sur tout le territoire malien, à doter les enfants et les enseignants en masques, en protocole sanitaire wash, dispositif de lavage des mains au savon, tout ce que vous savez comme protocole. En plus, il y a eu la formation des enseignants sur le Covid, comment prévenir la pandémie et comment protéger les enfants, comment faire respecter les mesures barrières par les enseignants. Donc l'UNICEF a appuyé ce processus. Donc jusque-là, à l'heure où je vous parle, c'est ce tapis qui continue. Et ce tapis est en train d'être fait dans toutes les régions, y compris le district de Bamako. Je rappelle que notre intervention est une intervention qui couvre tout le territoire, mais l'appui va vers les plus vulnérables. Un enfant, en m'entendant parler, va dire non, je n'ai pas reçu de masque de l'UNICEF. L'enfant ne peut pas faire la différence entre un masque donné par l'UNICEF et un masque donné par l'État, déjà. Et de deux, si l'enfant n'a pas reçu de masque, c'est que l'école dans laquelle l'enfant est inscrit n'est pas pris dans le cadre de ce programme. Voilà, ça c'est une précision que je tiens à donner. Voilà. D'accord. Donc, vous parlez des couches vulnérables. Oui. Vous insistez sur ça. C'est quoi les couches vulnérables pour l'UNICEF? Ok, je rappelle un peu le mandat de l'UNICEF pour mieux comprendre les couches les plus vulnérables. En fait, le mandat de l'UNICEF, c'est de faire de sorte à veiller sur le respect des droits des enfants et des femmes. Et parmi ces droits, comme vous le connaissez, nous avons le droit à l'éducation, à la santé, à la nutrition, à la protection. Donc, et ces interventions sont faites pour tous les enfants. Les interventions de l'UNICEF sont destinées à tous les enfants. Mais l'UNICEF, pour être équitable dans son intervention, veut aller de façon prioritaire pour ceux qui sont dans le besoin. Quand on essaie de faire une évaluation, une analyse des besoins, aujourd'hui, et on hiérarchise les besoins, nous allons voir qu'il y a des enfants qui ont beaucoup plus besoin de l'appui plus que d'autres. Je m'en vais prendre comme exemple des enfants aujourd'hui qui sont dans des zones affectées par les conflits. D'accord? Ce sont des enfants qui ont perdu plusieurs années de scolarité. Ce sont des enfants, à cause des conflits, ils n'arrivent pas à accéder à la nourriture. Leur santé n'est pas bonne. Ils vivent dans un environnement pas sécurisé. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont beaucoup plus dans le besoin qu'un enfant qui se trouve dans une zone où l'environnement est sécurisé. Ça, c'est un exemple d'enfant vulnérable. Et je vous dis, les interventions de l'UNICEF ne font de distinction ni de race, ni d'ethnie, ni de lieu de résidence. Tous les enfants sont éligibles à l'appui de l'UNICEF. Tous les enfants sont éligibles à l'appui de l'UNICEF. Mais les appuis vont de façon prioritaire aux plus vulnérables et ceux qui sont dans le besoin. Donc, suite à des arbitrages? Arbitrage, ce n'est pas le terme approprié, je vais dire analyse et hiérarchisation des besoins. Analyse et hiérarchisation des besoins. D'accord, M. Amadou Samaki. Pour rappel, auditeur de Mousso TV, notre invité est le chargé des questions d'éducation au niveau de l'UNICEF Mali. Monsieur Samaki, on a parlé des couches vulnérables. Yeah. Allons carrément dans les environnements précis. Le nord du Mali, le centre. Des zones très difficiles d'accès. Des zones où l'insécurité est criarde à ne pas en finir. Et quasiment la crise multisécuritaire qui y est perdure depuis quasiment 10 ans. Comment est-ce que vous intervenez dans ces zones? Quel est le système mis en place, vu que énormément d'enfants sont sevrés d'école
et du fait aussi des déplacements hors du territoire ou dans le territoire malien, vraiment une masse importante des enfants n'est pas scolarisée. Si possible, même si vous avez des chiffres, cela pourrait peut-être aider nos téléspectateurs. Ok. Merci pour la question. Elle est une question assez importante aujourd'hui dans le contexte actuel. Comme vous l'avez si bien dit, il y a environ 10 ans que le Mali vit une crise sanitaire, non, pas sanitaire, une crise sécuritaire, je vais dire, je m'excuse, sécuritaire, qui a été appuyée cette fois-ci par la crise sanitaire. Et du déclenchement, je veux dire, de la crise en 2012 à maintenant, l'UNICEF a activé le cluster, les différents clusters. C'est quoi un cluster? Un cluster, c'est un cadre de concertation et un groupe technique qui se regroupe, qui évalue la situation de conflit, qui réfléchit, qui essaye d'intervenir pour trouver la solution aux problèmes des enfants ou des femmes, aux problèmes des communautés qui vivent dans ces différentes localités. Donc, quand un pays, dans un pays où une crise, ou un pays qui devient victime d'un conflit de ce genre, ou d'une crise quelconque, inondation, un sinistre, voilà, donc le cluster est activé. Il y a le cluster éducation, le cluster santé, et ainsi de suite. Alors, ce cluster est activé depuis 2012. Je rappelle que l'UNICEF et Save the Children sont leaders et ils sont en collaboration avec l'État malien. Et les clusters, les sous-clusters sont installés au niveau de ces régions à conflit. Et le travail de ces clusters, c'est un cadre de réflexion, un cadre d'évaluation du niveau d'affectation de la communauté et un cadre de solution, de proposition de solution au conflit. Donc déjà, à chaque fois que il y a ce genre de crise, la première des choses à faire, c'est de savoir qui a besoin de quoi. Ça, c'est déjà une analyse de la situation, une évaluation de la situation. Donc, comment doter la communauté ou les enfants de ce besoin. Pour la crise actuelle, les écoles sont fermées dans ces localités. Il y a des enfants qui ont perdu plus de 5 ans. 5 ans de leur année d'études. Il y a des enfants qui ont abandonné l'école. Il y a des enfants qui ont été victimes même d'enrôlement dans d'autres groupes. Alors, l'UNICEF, à travers le cluster qui regroupe tous les partenaires techniques et financiers, surtout les ONG qui sont les organisations de mise en œuvre sur le terrain, ont réfléchi entre cela. Alors, donc l'UNICEF précisément a fait de sorte, dans le cadre de l'éducation en situation d'urgence, à créer des conditions pour atteindre les enfants. À travers, par exemple, la mise en place des espaces d'apprentissage temporaire. Ces espaces d'apprentissage temporaire sont érigés sous forme d'abris provisoires, souvent sous forme de tentes et sous forme de paillotes, mais avec le minimum de sécurité, pour permettre aux enfants d'abord de regrouper la population qui est dans le besoin, de savoir que cette population, dans ce cercle, en fait, dans un cercle donné, peut être sécurisée à cet endroit. Cette population peut avoir au moins le minimum d'accès à l'eau, le minimum d'accès à la nutrition, le minimum d'accès à la santé et le minimum d'accès à l'éducation dans ce centre. Donc, l'UNICEF a déjà fait des espaces d'apprentissage temporaire dans le cadre de l'éducation partout sur le territoire malien. L'UNICEF a créé les conditions, je dis bien les conditions, pour la réouverture des écoles dans les zones où les écoles sont fermées, à travers une vaste campagne de plaidoyer auprès des communautés elles-mêmes. L'UNICEF est allé vers les communautés
évaluer leurs besoins, aller vers eux pour savoir ce que la communauté souhaite avoir comme éducation pour leurs enfants. D'accord? Et de là, il y a de ces communautés qui se sont exprimées. D'autres pensent que leurs enfants doivent aller dans des écoles, par exemple, dans des médersas. D'autres pensent que leurs enfants doivent aller dans des écoles classiques normales. D'autres pensent que leurs enfants doivent aller, par exemple, dans des écoles coraniques. Et le système éducatif du Mali laisse cette ouverture et a fait beaucoup d'offres validées au niveau national. Donc, à chaque fois une population, une communauté exprime un besoin, l'UNICEF a essayé de faire le maximum pour offrir en fait, pour respecter ou mettre à disposition l'offre souhaitée par la communauté. Et l'UNICEF a fait de sorte à ouvrir les centres d'apprentissage communautaire. Ces centres d'apprentissage communautaire regroupent les enfants. Et ces enfants sont, je vais dire, encadrés par des animateurs issus des communautés, mais qui sont formés par nos ONG d'exécution. Donc les enfants arrivent à apprendre dans leur communauté avec des animateurs issus de la communauté, avec l'autorisation de la communauté elle-même. Donc ça a été la solution dans certains endroits. Pour les enfants qui ont raté 3 ans, 2 ans de leur scolarité, l'UNICEF a déjà appuyé la mise en place des centres de stratégie de scolarisation accélérée. Ça, ce sont des centres qui permettent aux enfants qui ont raté 2 ans, 3 ans de scolarité d'être rattrapés pendant 9 mois de soumission à un programme condensé. Après les 9 mois, les enfants sont évalués et sont reversés dans le système classique. L'UNICEF est en train d'appuyer les discussions pour l'intégration des écoles coraniques dans le système éducatif national. Parce que beaucoup de populations pensent que leurs enfants doivent aller dans les écoles coraniques. Mais comment les arabisants? Non, pas les arabisants, c'est pas les arabisants. Quelle est la nuance? La nuance, il y a une grande nuance. Hein. Il y a l'école coranique qui est une école, en fait, qui apprend juste l'assimilation des versets du Coran aux enfants. Les enfants sont regroupés autour du maître marabout. Le mualim, le mualim, je veux dire le mualim. Bon, je ne sais pas, il y a des nuances dans les appellations. Bon, nous n'avons pas en tant que technicien droit à certaines erreurs. Alors, donc, ces enfants sont soumis à l'apprentissage, à l'assimilation des versets du Coran. Donc, maintenant, l'UNICEF pense, pas l'UNICEF seulement, il y a des techniciens et le ministère de l'Éducation est dans cette dynamique avec beaucoup d'autres partenaires, pense qu'il faut faire de sorte à respecter la volonté des parents, mais en allant vers ces écoles coraniques, en essayant d'introduire d'autres formes d'apprentissage, apprendre à lire et à écrire qu'en arabe ou en langue nationale ou en langue officielle en français. Pour permettre aux enfants, après avoir assimilé le Coran, d'avoir la chance à travers une passerelle d'aller vers les écoles classiques ou pour faire le DF. C'est quand même fréquent. Et préparer une autre formation, les aidant dans l'avenir à décrocher un boulot. Et c'est ce qui manque aux écoles coraniques actuelles. Et les arabisants, on va dire que les arabisants sont des élèves qui sont inscrits dans les médersas. Les médersas sont des écoles qui sont officiellement autorisées par le système éducatif malien. Ils ont le programme national, mais le médium d'enseignement, la langue d'enseignement, on parle de médium d'enseignement, est l'arabe au niveau des médersas. C'est pourquoi vous avez le terme arabisant qui est utilisé pour ces étudiants, les enfants qui sont passés par ces écoles. Il y a une autre école, les écoles franco-arabes par exemple. Franco-arabes, vous avez l'habitude d'entendre les écoles franco-arabes. Dans les écoles franco-arabes, nous avons un programme national aussi. Mais cette fois-ci, à la différence des médersas, dans les écoles franco-arabes, le médium d'enseignement est le français et l'arabe est utilisé comme discipline. Donc, mais dans les écoles classiques, nous avons
le programme classique, normal, dont l'entrée pour une partie est faite, je dis bien l'entrée est faite en français, en langue officielle. Et de l'autre côté aussi, c'est la même école classique, l'entrée c'est fait en langue nationale. Et le programme s'appelle le programme du curriculum de l'enseignement fondamental avec le médium bilingue, langue nationale et français. Donc il y a beaucoup de nuances, les offres sont vastes, il y a une multitude d'offres dans le système éducatif malien. Donc revenons un peu à l'UNICEF. L'UNICEF a mis ses centres d'apprentissage, les CAAC, et les SSAP, les PASU, à la disposition des communautés dont les enfants ne sont pas partis à l'école ou ont raté une partie de leur cursus. Essayer de rattraper les années perdues et les reverser dans le système classique. Donc, l'UNICEF a fait de sorte à renforcer les comités de gestion qui sont composés des communautés elles-mêmes, à renforcer les collectivités pour que les communautés et les collectivités s'approprient leur école aujourd'hui avec la politique de la décentralisation. Il faut obligatoirement que la communauté elle-même s'approprie son école. L'État, avec combien d'écoles, je vais dire, ne peut pas aujourd'hui prendre toutes ces écoles en charge. Il faut obligatoirement l'implication de la communauté elle-même. Et c'est là, à travers les comités de gestion scolaire, qui sont les communautés elles-mêmes, qui sont bénéficiaires de l'école, et à travers les collectivités qui sont premiers responsables de l'école aujourd'hui. Et ce sont ces différentes entités qui aident les techniciens, qui sont les directeurs d'école, les administrateurs, les enseignants, à faire fonctionner l'école. Et le rôle de l'UNICEF a consisté à renforcer ces différentes entités pour qu'elles soient en mesure de faire le bon choix, décider des offres pour les enfants qui sont en connexion avec leur contexte local et mettre les conditions pour que les enfants puissent aller à l'école. Je ne dirais pas que tout est rose aujourd'hui dans le système éducatif. Je ne vais jamais le dire parce que quand je le dirai tout de suite, vous allez trouver des mots pour me dire, bon, voilà pourquoi avec tout ça, nous avons des enfants qui ne partent pas à l'école. Pourquoi les enfants à partir de 6 ans ne sont plus à l'école ou les enfants qui ont le DEF qui ne savent pas écrire leur nom? Vous allez me poser cette question. Et voilà un peu quelques interventions que l'UNICEF a pu faire et continue à faire aujourd'hui. L'enrôlement des enfants hors école, la prise en charge des enfants qui ont perdu une partie de leur scolarité à cause des conflits, des enfants des localités qui n'ont pas accès à l'école, ou la prise en main des enfants qui sont des déplacés internes à cause des conflits, créer les conditions pour que les enfants puissent reprendre l'école, ou les enfants qui sont de retour dans leur site de départ, leur prendre en charge pour qu'ils ne perdent pas leur scolarité. Et voilà, c'est le travail que l'UNICEF est en train de faire aujourd'hui. Et avec tous les moyens, je vous dis, les enfants qui sont difficiles à atteindre sont dotés en moyens, en équipement. Et on va jusqu'à mettre à la disposition des tablettes, souvent des téléphones avec des enregistrements audio, des supports de cours et d'autres moyens. Les animateurs sont pris dans les communautés, formés pour prendre en charge le besoin éducatif des enfants au sein des communautés. Les CGS sont renforcés, les collectivités sont renforcées, un suivi efficace, un dispositif de suivi efficace est mis en place aussi. Donc voilà un peu ce que je peux. La réponse a été longue, mais moi je pense que c'était nécessaire vraiment. Cela en valait la peine. Hein. Oui. Les abonnés du décodeur Mali Vision à la chaîne 254 auront le loisir d'apprécier et de commenter via nos canaux officiels. Oui. Nous allons sortir. Okay. Étant toujours dans l'UNICEF, on a parlé des communautés vulnérables, des couches sensibles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à cause des conflits, ces communautés sont allées dans des pays voisins. On peut citer la Mauritanie et le Burkina. Ce sont des Maliens, ce sont des compatriotes, mais je suppose que vous avez des homologues. L'UNICEF intervient là. Ce sont des Maliens, d'une manière ou d'une autre, vous devez plus ou moins avoir un regard par rapport à ces Maliens-là là-bas, qui, dans les années à venir, devront rentrer. Exactement. Mais quel est le cadre d'échange entre vous et vos homologues? C'est-à-dire l'éducation officer du Burkina, celui du Niger, celui de la Mauritanie. Je suppose qu'il doit même y avoir un groupe WhatsApp. Mais en tout cas, comment ça se passe? Comment vous coordonnez
et les informations, le suivi. Ouais. En fait, l'UNICEF est une grosse boîte, mais avec un dispositif de communication très, très roulé. Donc, la communication est très fluide au sein de cette boîte. Donc, les enfants qui sont dans le cas de Beira en Mauritanie, les enfants qui sont aujourd'hui en déplacement au Burkina Faso, sont pris en main par en fait, dans les zones d'intervention de l'UNICEF, sont prises en main dans le cadre de l'intervention ou des interventions de l'UNICEF. Chaque année, l'UNICEF Mali appuie les missions de l'État pour aller, en fait, pour les supervisions des camps de Mauritanie, par exemple, le camp de Beira. Vous savez que l'État malien est en contact avec, en fait, le ministère de l'Éducation du Mali est en contact avec son le camp. Homologue, oui, du Burkina, de la Mauritanie. Et à chaque année, tout ce qui se passe ici, tout ce qui se passe dans le système éducatif est aussi reflété dans ces camps. Et s'il y a des dotations en livres, les évaluations sont faites par nos homologues de l'UNICEF de Mauritanie. Et les informations techniques nous sont parvenues, nous évaluons et nous validons. Et s'il y a des missions qui doivent quitter, l'UNICEF soutient le financement de ces missions pour aller superviser. Et mieux, l'UNICEF Mali a l'habitude de même de recruter des consultants pour aller soutenir techniquement l'UNICEF dans ces autres localités, Burkina, pour la prise en charge de ces enfants qui sont dans ces différents camps. Pour vous dire que nous communiquons, nous savons ce qui se passe dans ces camps et nous appuyons l'État à faire le suivi des enfants qui sont en déplacement dans ces pays. Et je rappelle que l'UNICEF Mauritanie, Burkina, de la région de l'Afrique au sud du Sahara. De cette zone qu'on appelle maintenant le G5 Sahel. Voilà, bon, plus ça dépasse l'espace G5 Sahel parce que nous l'appelons Ouakaro, la zone de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc c'est environ 50 et quelques pays qui sont regroupés, qui sont coordonnés par un seul bureau régional qui est à Dakar. Donc tous ces pays sont coordonnés par un seul bureau régional qui est actuellement à Dakar, qui est notre bureau régional. On a parlé du Burkina, du Niger, de la Mauritanie, de Dakar. On va toucher à UNICEF Guinée. Vous êtes au courant, la maison, comment elle communique. Vos homologues ont mis un post qui a attiré mon attention. Okay. Il s'agit de cette petite fille, Nona Haba, qui est originaire du sud de la Guinée, en Zérékoré, qui est issue d'une communauté vulnérable, mais qui, grâce à l'UNICEF, vient de reprendre sa scolarité. Okay. Elle jouit même d'une bourse à travers les dires de ses parents qui sont très contents. Okay. On comprend que l'UNICEF, au-delà des contraintes et des difficultés que vous aviez citées, change les vies à sa manière. Expliquez-nous comment ça se passe et cette communication. Parce que les cas sont relayés sur tous les réseaux. Exactement. Le cas de la jeune fille Nona Haba est un cas parmi tant d'autres. Et nous avons plusieurs cas sur nos comptes Facebook et autres comptes, les comptes des réseaux sociaux. Alors l'UNICEF, déjà, de par sa vocation, fait de sorte à respecter les droits des enfants, à créer en fait des conditions pour des conditions favorables à la reprise de la vie des enfants. D'accord. Dans certaines localités, nous constatons que la scolarisation de la jeune fille pose problème. Et les études ont montré, plusieurs évidences aujourd'hui ont montré que quand nous inscrivons 1000 enfants en première année, en classe de première année, à partir de la 4e année, nous avons 20% de ces enfants qui ne sont plus dans le système. En 6e année, les 20% deviennent 30%. La transition entre 6e et 7e année est très difficile pour les jeunes filles, pour plusieurs facteurs. 1.
nous avons la pauvreté des parents. Parce que nous n'avons pas les écoles à cycle complet partout sur le territoire. Au village, on peut avoir les classes jusqu'au de la première année jusqu'à la 6e année. Une fois que l'enfant franchit le cap du fondamental 1, s'il doit aller au fondamental 2, il faut aller dans le village voisin. Aller au village voisin, pour aller au village voisin, il y a deux choses. Il y a la distance, il y a l'insécurité pour la jeune fille. La distance fait que la jeune fille, ou du moins les enfants, ont du problème à y aller. Les parents ne font pas confiance à la route à cause de l'insécurité. Les enfants doivent passer la journée à l'école pour apprendre et le soir, ils doivent revenir. Donc, c'est des contraintes qui font que beaucoup d'enfants abandonnent l'école. Et cette période aussi coïncide avec la période de, de la puberté des jeunes filles. Donc, cette puberté a besoin d'être encadrée dans des conditions d'hygiène particulières pour les filles. La disponibilité des toilettes, de l'accès à l'eau potable et d'autres conditions. Beaucoup de jeunes filles, à cause du manque de ces conditions, de l'insuffisance des dispositifs par rapport à ces conditions, vraiment préfèrent abandonner l'école. En plus de ces conditions, nous avons les violences basées sur le genre, violences entre garçons et filles, violences entre enseignants et jeunes filles, violences entre communautés et jeunes filles. Donc ces conditions font que les enfants ne peuvent pas continuer leur formation jusqu'à atteindre le DEF, alors que l'éducation est obligatoire dans les textes du Mali jusqu'à 9e année, jusqu'à la fin du fondamental 2. Et d'autre part, nous avons constaté que la jeune fille à cet âge n'arrive pas à concilier les travaux domestiques aux obligations scolaires. La maman pense que la jeune fille doit rester à la maison pour l'appuyer dans ses travaux domestiques. Souvent, la maman la confie son petit frère, bébé, il doit aider la maman. Donc, la jeune fille est souvent vraiment victime de certaines conditions qui font qu'elle ne va pas à l'école. Donc, le rôle de l'UNICEF, comme vous l'avez vu sur la page Facebook de UNICEF Guinée, c'est d'aller vers les parents, les sensibiliser, les informer, attirer leur attention sur l'importance de l'éducation de la jeune fille pour le développement local, pour l'autonomisation de la jeune fille et pour l'autonomisation même de la communauté. Donc, pour la plupart, quand les dispositions sont prises et que la communauté est informée, que le message passe très bien, en général, ce sont les enfants qui reprennent le chemin de l'école et arrivent vraiment à avoir leur DEF. Une fois que la jeune fille arrive à franchir le cap du fondamental, elle a déjà franchi une partie de son indépendance. Je veux dire l'indépendance sous d'autres termes. C'est une question de dépendance et d'indépendance. Si la jeune fille devient autonome, déjà c'est une bonne chose pour elle-même, pour son foyer. Je parle d'indépendance à ce sens que les études ont montré qu'à chaque fois la jeune fille avance en niveau d'études, est moins dépendante qu'une jeune fille qui n'a pas été à l'école ou qui est restée bloquée dans son cursus scolaire. Donc, l'idée, c'est qu'il faut faire de sorte à aller vers les communautés, les faire comprendre que l'autonomisation de la jeune fille qui est la femme de demain dépend de son niveau scolaire. Ça, c'est très important. Dépend de son niveau scolaire. Une jeune fille qui a été à l'école peut aider sa famille, sa communauté et même, je dis bien, et même son pays vraiment à émerger à faire respecter les consignes dans sa localité, à passer les bons messages d'hygiène, des bons messages de santé, des bons messages d'éducation, à respecter les consignes. Ça, c'est très important. Et nous avons vu que la chance est beaucoup plus donnée aux garçons qu'à la jeune fille. Donc, il faut obligatoirement faire de sorte à
équilibrer les tendances et à traiter les enfants au même plan d'égalité. Il y a plusieurs travaux à faire, nous allons y arriver et c'est un peu l'objectif de l'UNICEF. L'autonomisation de tous les enfants, mais spécialement les jeunes filles. Ok. L'objectif à atteindre de l'UNICEF, c'est que l'UNICEF a signé ce qui s'appelle le CDP. CPD. Ah, CPD. CPD, c'est ça. Voilà, CPD. Le CPD, qu'est-ce que c'est? Quels sont les points inscrits? Et disons, quelle sera votre feuille de route? Et par ricochet, nous sommes en début d'année. Quelle sera vos perspectives aussi pour cette année qui vient de commencer? Ok. En tout cas, merci pour cette question. En fait, l'UNICEF, partout où elle se trouve, l'UNICEF travaille pour appuyer la politique nationale du gouvernement qui l'héberge. Au Mali, l'UNICEF intervient en droite ligne de la politique nationale du gouvernement. C'est un premier aspect à retenir. Revenons un peu au CPD. CPD, Country Program Development, le programme pour le développement du pays. Donc, c'est un programme qui est échelonné sur 5 ans. 5 ans. Donc là, il va de quelle année à quelle année? De 2020 à 2024. Ça, c'est le nouveau CPD. On est dans le timing. On est dans le timing. Ça, c'est le nouveau CPD du Mali. D'accord, le UNICEF Mali. Le CPD du Mali en amont, je dis bien en amont, est basé sur plusieurs évidences et en lien avec toutes les politiques nationales de tous les domaines sur lesquels l'UNICEF travaille. Donc il y a une transversalité. Une grande transversalité. Et je reviens à la première phrase que j'ai utilisée. L'UNICEF n'a pas de politique particulière. L'UNICEF appuie l'État qui l'héberge dans ses politiques. L'UNICEF s'aligne en droite ligne. L'UNICEF n'a pas de politique particulière. L'UNICEF appuie les États qui l'hébergent dans sa politique. Et je dis que le CPD de l'UNICEF est en lien avec les engagements, les souscriptions nationales et internationales. D'accord. Et parmi ces souscriptions, je prends le CRED 2019-2023, le plan stratégique de l'UNICEF global 2018-2021. Il y a les perspectives Mali 2040. Nous avons l'agenda de l'Union africaine 2023. Oui, c'est ça, 2063. 2063. 2063. Je vais dire. Donc, nous avons les objectifs du développement durable et voilà. Donc, parlant encore du CPD, le CPD a été issu d'un large processus d'analyse, de génération d'évidence et de concertation. Et ce CPD regarde la politique régionale de l'UNICEF et regarde la politique globale de l'UNICEF. Alors, c'est un programme de coopération qui est divisé en 5 piliers. La question se pose à savoir pour qui connaît l'UNICEF, pourquoi le terme pilier apparaît maintenant. Le terme pilier apparaît après avoir répondu à la question. Depuis des années, nous appuyons ce pays. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment pour atteindre les objectifs, pour atteindre les plus vulnérables? Pour répondre à cette question, donc l'UNICEF a pensé à une politique intersectorielle appelée cycle de vie de l'enfant. Cycle de vie de l'enfant. Pas de l'enfant, c'est le cycle de vie. Pas de l'enfant seulement, hein. Le cycle de vie, on va dire, qui est un programme intersectoriel qui est divisé en 5 piliers. Donc, le premier pilier concerne les enfants de 0 à 5 ans. Le deuxième pilier, c'est les 7-12 ans. Le troisième pilier, c'est les 13-18 au-delà.
Et les deux autres piliers sont beaucoup plus la coordination et l'administration. Concerne la coordination et l'administration de ces trois piliers. Donc nous avons un programme national, un country programme sur 5 piliers avec l'entrée par le cycle de vie et les tranches d'âge. Donc, si je pouvais ajouter cette dernière partie, pourquoi le cycle de vie et l'entrée par les tranches d'âge? Il s'agit pour l'UNICEF d'aller vers la cible, l'enfant, 0-5 ans. Il s'agit de venir évaluer le besoin de l'enfant de 0 à 5 ans. Son besoin en matière de nutrition, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de protection. Pour la seule cible, il faut l'offrir le paquet complet. C'est ce que l'UNICEF souhaite faire autrement à travers son nouveau CPD avec l'entrée par les piliers. Je disais en début de débat que l'UNICEF, les agents de l'UNICEF doivent être multisectoriels. En tant que chargé de l'éducation aujourd'hui, je dois être en mesure de parler de la nutrition, de parler de la protection, de parler de la WASH par exemple. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi nous avons cette entrée cycle de vie. L'enfant, 0-5 ans ou 7-12 ans, qui va à l'école ou qui ne va pas à l'école. Si je dois intervenir sur l'enfant de 7 à 12 ans, je dois l'apporter son besoin au niveau de presque tous les secteurs. Son besoin en matière d'éducation, il ne va pas à l'école, je fais de sorte à ce qu'il aille à l'école. Je fais de sorte à ce qu'il ait une bonne santé, une bonne nutrition. Je fais de sorte à ce qu'il soit protégé, qu'il vit dans un environnement protégé, qu'il ait l'accès à l'eau potable et qu'il jouisse de tous ses droits, qu'il s'épanouisse et qu'il devienne un adulte capable vraiment d'être utile à lui-même et à sa cité. Et là, il y a un dernier aspect qu'il faut ajouter à cela. Ça, c'est les 15 ans et plus, les 13, 15 ans, 18 ans et plus. Ça, c'est une tranche d'âge sur laquelle je vais dire que l'UNICEF n'intervenait pas beaucoup. Les adolescents. Les adolescents qui est beaucoup plus orientés sur les compétences de vie, sur la situation de l'autonomisation de la jeune fille, sur la formation professionnelle de la jeune fille, du jeune garçon, de la tranche d'âge, et sur d'autres aspects concernant cette tranche d'âge qui sera le focus de cette intervention dans ce nouveau CPD. J'aimerais savoir, vu que les 5 piliers sont connus, pour l'année 2021, quelles sont vos perspectives? Alors, pour l'année 2021, c'est-à-dire le CPD est dans son plan de mise en œuvre, qui est le PTR, le plan de travail roulant, s'étale sur 2 ans. Le CPD aussi est divisé en plan de travail roulant, c'est son plan de mise en œuvre. Donc, ce qui est envisagé, déjà on a fait une année, et une année qui a beaucoup plus été marquée par cette histoire de Covid. Donc, et nous sommes en train d'aller vers la 2e année de mise en œuvre. Donc, dans cette 2e année de mise en œuvre, il est envisagé d'aller, par exemple, pour le pilier 1, d'identifier, ou du moins les cercles, les zones d'intervention, les communes, les villages sont déjà presque connus. Il y a eu une analyse et une identification des zones d'intervention, d'accord? Et dans ces zones d'intervention, d'aller vers les communautés, d'atteindre le nombre maximum d'enfants. Et les nombres sont connus aussi. Comment l'enfant, depuis la conception de l'enfant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la femme en état de grossesse? Comment faut-il l'accompagner? Comment faut-il suivre ses visites autres? Comment faut-il l'aider à avoir une bonne nutrition dans le cadre de son contexte, dans son cadre de la pauvreté? Comment la motiver, la stimuler pour que l'enfant qu'elle porte soit en mesure d'être un enfant qui vienne au monde sans stress,
sans problème mental. L'enfant, une fois au monde, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'accompagner, pour le stimuler sur le plan cognitif, s'il arrive à marcher sur le plan moteur. Et l'enfant, à partir de 3 ans, comment créer les conditions pour l'enfant pour accéder à un centre de développement de la petite enfance? Comment préparer l'enfant à sa socialisation? Dans les localités, ils n'ont pas de centre de petite enfance, ils n'ont pas de centre de santé. Comment mobiliser les communautés, organiser les communautés à avoir les centres de développement de la petite enfance, avoir les centres de santé pour les enfants, pour prendre en main les enfants? Comment faire de sorte que l'enfant, à sa naissance, puisse avoir son acte de naissance? Ça, c'est très important. À Bamako, vous ne le savez pas, mais il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les localités qui n'ont pas d'acte de naissance. Évidemment, le ministère de l'administration territoriale a entamé une politique dans ce sens depuis quasiment 5 ans pour que vraiment, au niveau de plusieurs localités, les enfants aient des nationalités, parce qu'il y a le cas des apatrides. Mais on aura le temps... Avec l'appui de l'UNICEF, il faut ajouter. Avec l'appui de l'UNICEF. Voilà. On aura le temps de revenir sur ces questions. OK. Et on va vous réinviter sur ce plateau pour une version en bambara. OK. Où je pense que cette communication en bambara aussi permettra aux cibles de comprendre qui est UNICEF, ouais, qui voient le logo mais qui ne cernent pas tout, qui entendent le nom. Donc, Mousso TV reviendra vers vous. Okay. Nous sommes atteints par le temps. Okay. Donc, nous allons vous dire merci, Monsieur Amadou Samaké, pour toutes ces précisions. Moi, si vous me permettez un dernier mot, je tiens à remercier la direction de Mousso TV et vous-même pour avoir pensé à inviter l'UNICEF pour que l'UNICEF puisse parler de la situation scolaire et aussi de parler de son programme, de son CPD, son Country Program Development, et aussi d'échanger, de venir au contact de la communauté pour permettre qu'elle sache ce que l'UNICEF est en train de mettre en œuvre pour prendre en compte leurs besoins. Et au nom de la représentation de l'UNICEF au Mali, au nom de tous les responsables de l'UNICEF au Mali, du bureau régional et au niveau global, je tiens à vous remercier et vous encourage dans votre dynamique de pensée aux enfants, aux adolescents et à la communauté dans son intégralité. Merci beaucoup. La rédaction en est honorée. Merci. Téléspectateurs d'édition spéciale, cette émission va prendre fin. On parlait donc du contexte actuel Covid-19 à l'heure de la rentrée avec l'UNICEF qui a eu à parler de son programme. Monsieur Amadou Samaké, comme on l'a dit, est le chargé de l'éducation. Il nous a dévoilé son plan, l'appui fait auprès des communautés, ce qui a été fait durant la période du Covid, ainsi que les perspectives. On retiendra que l'UNICEF n'a pas de campagne particulière, a une campagne très transversale, ne se rige pas à la place de l'État, mais appuie l'État et passe à travers les ONG pour atteindre ses objectifs. On aura le temps de revenir sur une seconde partie en bambara, mais d'ici là, n'oubliez pas où nous trouver, c'est la page Facebook Mousso TV, où vous verrez le logo à l'écran, mais aussi le décodeur Mali Vision numéro 254. On n'oublie pas de vous rappeler qu'il y a aussi une page YouTube. À ces différents endroits, notamment la page, vous pouvez retrouver notre numéro et nous contacter, et ainsi que nos mails. Sur ce, nous vous disons merci et à très bientôt.